Moi-même, j'étais dans la victimisation, c'était la faute de tout le monde, sauf la mienne. Moi, je suis convaincue qu'on a tous besoin d'un mentor, d'un coach. À un moment donné, on a besoin de cet œil extérieur qui nous emmène à ces conclusions. Je ne m'attarde pas sur les problèmes. Parce qu'on les a assez vécus, il faut aller à la solution. Pourquoi perdre du temps? S'il vous plaît, les auditeurs, investissez en vous. Bienvenue sur Ego Trip, le podcast où l'art rencontre la vie et où chaque histoire devient un miroir de qui nous sommes. À chaque épisode, je vous propose de plonger dans un extrait de film, de chanson ou de livre qui attise ma curiosité. Je partagerai avec vous mes pensées, mes réflexions pour qu'on puisse ensemble tirer des leçons de vie afin de mieux vivre et ne plus passer à côté de l'essentiel. Que ce soit en solo ou avec des invités inspirants, on explore comment ces chefs-d'œuvre peuvent nous réveiller, nous révéler et surtout nous inspirer. Je vous souhaite de savourer ces partages comme un moment rien que pour vous, avec l'art et les histoires de vie. Parce que les deux, en fait, c'est ce qui nous aspire le plus, non? Abonnez-vous pour ne rien rater. Bonne écoute! Ah, Fatia, je suis ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode d'Ego Trip. Je suis vraiment très heureuse parce que pour moi, c'était un peu comme une évidence de te recevoir sur ce nouveau format auditif qui permet vraiment aux gens de faire le lien entre l'art et cette fameuse passerelle vers nos réflexions. T'es pour moi une sœur, mais t'es aussi une auteure, une coach. Je pense que tu as beaucoup à livrer à l'humanité. Je pense que tout ce que tu as traversé à travers ton histoire, ton parcours, les apprentissages de la vie, les différents cycles qu'on traverse tous ensemble, ou parfois seuls, et souvent seuls, je pense, t'ont permis de comprendre davantage, d'avoir plus de conscience et de clarté sur ce qu'est la vie et sur ce qu'on porte en nous. Et souvent, à travers des discussions qu'on a eues ensemble, j'ai eu beaucoup plus de clarté. Encore, il y a 1 heure, je me suis rendu compte de certaines choses peut-être que je n'avais pas réalisées. Et pour moi, c'était important de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que je suis convaincue que ton livre, on va en parler, que tes enseignements et tout simplement que le partage de ton histoire vont faire sens, vont faire écho à tous les auditeurs d'Ego Trip. Merci Céline, quelle présentation, je suis émue. Oui, t'es ma petite sœur, tu es une rencontre exceptionnelle. Et ta générosité, ton cœur, en fait, m'ont mené justement à participer à ton podcast que je trouve juste énorme parce que, comme tu as dit, on est là pour finalement accompagner et servir l'humanité à travers l'art. Et l'écriture, ça fait partie de l'art. Et c'est vrai que c'est aussi un point commun qu'on a, toi et moi. C'est vrai. Et je te remercie de m'avoir invitée pour faire ce podcast qui me tenait à cœur. Merci beaucoup et voilà, je suis là pour répondre à tes questions. Écoute, avec plaisir. Alors, tu es coach en thérapie psychocorporelle. On y reviendra, mais c'est vrai que toi, tu permets vraiment aux gens qui traversent des périodes pas évidentes ou qui subissent peut-être leur quotidien ou parfois même qui sont heureux et qui pensent que tout va bien, mais d'avoir davantage de clarté sur ce que le corps dit, sur ce que les émotions disent, sur ce que le transgénérationnel peut nous apporter, c'est-à-dire toute la lignée, notre famille, tout ce qui se passe et qui est des fois toujours là, ancré dans nos cellules. On subit parfois des choses dont on n'a pas conscience, on ne sait pas ce que nos ancêtres ont vécu. Et tu permets vraiment toutes ces choses-là, mais on en reviendra à la fin de cet épisode. Avant ça, je vous présente le livre Alia. Donc forcément, ça me parle parce qu'on enlève une lettre, c'est le prénom de ma fille. Oui, Lia. c'est vrai. C'est vrai. Alia, j'avais pas fait le aussi, rapprochement. T'as vu? Ah oui, c'est pour ça que ça m'a parlé quand tu l'avais posté. Et puis, Alia, c'est comme une icône des années 90, R&B qui est partie très tôt, qui, je pense, elle aussi, a un sacré transgénérationnel. Mais en tout cas, Alia, c'est l'héroïne de ton 2e ouvrage. Tu en avais un premier qui était destiné plus à la maladie, le diabète. Tout à fait. Et je pense que c'est lié aussi à une histoire personnelle. Mais Tout à fait. cet ouvrage, cette fois-ci, c'est la continuité. C'est peut-être la suite d'une thérapie ou d'un partage de ta générosité, issue de ta générosité. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots de ce livre? Alors, ce livre, il est né justement quand j'ai pris conscience que finalement, on est en train de vivre des choses. Parfois, comme tu disais, on est bloqué. On subit des affronts. On accepte des choses inacceptables. On se dit, mais je comprends pas pourquoi j'ai agi comme ça. J'ai un comportement qui n'est pas moi. Mais j'ai jamais su mettre le mot dessus. Et effectivement, à travers toutes les épreuves que j'ai pu moi-même vivre, que ce soit la maladie de mon fils, que ce soit mes doubles burn-out, il y a des choses en fait qui étaient en dissonance. Et pour pouvoir en prendre conscience, parfois, on tombe. Comme on dit, il faut mourir pour renaître. C'est ce qui s'est passé littéralement parce que j'avais une perte de sens.
Je ne savais plus qui j'étais, où j'étais. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à me faire suivre, et là, j'ai compris tout ce qui était à l'intérieur de nous, ce transgénérationnel. Moi, je ne savais pas ce qu'était le transgénérationnel. Et c'est là que j'ai compris qu'au final, on en veut toujours aux autres. Oui, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de ma grand-mère, de ceci, de cela. Mais en réalité, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est que qu'est-ce que l'autre vient générer en moi? Et quel est le sens de ma vie? Et quand on étudie un petit peu l'histoire familiale, parce que c'est pour ça que chaque personne est unique, et là, on se rend compte qu'on a vécu des choses parce que, justement, c'est ce que nous, on vibrait à travers notre lignée, que ce soit lignée maternelle ou paternelle, et que tant qu'on n'en a pas pris conscience, on subit. Que ce soit violence conjugale, que ce soit des blocages dans le travail. Même nos métiers parlent complètement. de notre oui, tu vois, moi, j'ai commencé à faire diététicienne. Mais quand je me suis penchée, alors que je travaille dans la finance, rien à voir, Oui, c'est vrai, mais la finance, pour la reconversion, eh bien, justement, je me dis, mais attends, mais pourquoi? C'était une obsession, je l'ai fait, mais quand je l'ai fait, il y a eu un blocage. Et chaque blocage, chaque tension qu'on a dans le corps, c'est pas réellement des blocages ou des tensions, c'est juste un message, en fait, que notre corps nous délivre, parce que la mémoire transgénérationnelle, elle est dans nos cellules. Et quand on va justement dans ce corps-là, dans cette tension, observer, savoir ce qui se passe, on reçoit notre histoire. Et seule la personne qui vit ces événements-là reçoit cette histoire. C'est pas le thérapeute qui va dire « Tiens, tu as vécu ça ou ça ». Non, non, parce que ça n'a aucun intérêt. Le subconscient doit entendre, verbaliser pour que ça devienne conscient. Et à partir de là, eh bien, on commence à pardonner. Pardonner à qui? À soi. Et à vivre la vie que l'on mérite. Et à travers cet ouvrage, j'ai voulu rendre hommage à tous ces parents qui ont immigré pour venir trouver quelque chose, une vie meilleure, parce que soit il manquait de nourriture. Donc là, on est dans le dur, c'est dans les besoins primaires. Et pour autant, ils n'ont pas forcément fait le choix. Ça a été le choix de leurs parents, ça a été le choix. Donc forcément, ces parents-là, venus dans un pays complètement étranger, on ne connaît pas la langue, on ne sait pas où on va habiter, on ne sait pas ce qu'on va manger. Il faut travailler. Vous imaginez quand même le fardeau. Et nous, effectivement, notre génération, quelque part, on va vivre ce qu'ils n'ont pas dit eux. Ils n'ont pas osé se plaindre, donc c'est resté dans leurs cellules. Et je voulais leur rendre hommage et dire que, au final, chacun son parcours. Voyons la vie à travers le prisme de l'amour, et quand on le voit à travers le prisme de l'amour et pas de la victimisation et de l'accusation, eh ben, je t'assure que ça change la vie. Magnifique. Si je résume, du coup, effectivement, c'est tous ces... Déjà, toi, je pense, ton parcours de vie, les différentes professions, les différentes rencontres, est-ce que tu as traversé... Quand je parle de rencontres, c'est même la rencontre avec ton enfant, ton mari, des amis, des sœurs, des coachs, des mentors, la maladie de ton fils. Effectivement, ton fils est atteint de diabète. Tout à fait, de type 1. De type 1. Et ça a été vraiment un... J'allais dire combat, mais j'aime pas ce mot-là parce que je pense que c'est pas un combat, on combat pas la maladie. Ça a été une réconciliation avec moi-même. Génial. Wow. Parce que la maladie, en réalité, elle est là pour te donner un message. Sachant qu'un enfant, en dessous de 7 ans, n'a pas de maturité émotionnelle. Donc, il capte toutes les émotions des parents, surtout de la maman. Donc, quand la maman, elle vit des émotions, un stress, en fait, l'être humain, il est fait de façon à ce qu'il soit actif la journée et passif la nuit, donc il dort. Mais quand tu es dans un stress vraiment élevé, où ça cogite toute la nuit, toute la journée, ou vraiment, surtout quand moi, à l'époque, j'habitais en région parisienne. Je dis pas que c'est que la région parisienne, mais je vais dire... Ouh, quand même, hein. Voilà. Donc, moi, je vivais à 1000 à l'heure. C'était, en plus, je suis une perfectionniste. Il faut que je sois à la hauteur. Ça aussi, c'est du transgénérationnel parce que et c'est aussi des injonctions de quand on était petit, parce que finalement, on se dit, on va plaire à papa, à maman en travaillant, ou alors d'autres en faisant plaisir, et d'autres, et finalement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'au final, on vit toujours la vie de l'autre et jamais la sienne. Et à ce moment-là, quand tu es, toi, en train de péter un plomb, littéralement, en fait, hein, on va te parler de borderline, on va te parler... mais au final, l'enfant, lui, capte ça. Et lui va déclencher une maladie pour te dire « Hé, maman, il y a plus grave dans la vie. Plus grave. » C'est génial que tu parles de ça parce que
Dans plusieurs épisodes, en fait, je faisais allusion à ça, notamment à des problèmes de santé que ma fille a eu, comme le psoriasis ou des choses comme ça, enfin, ou même complètement la perte de la parole à un moment donné. Mais quand tu comprends que ton enfant, effectivement, notamment ceux en dessous de 7 ans, peuvent déclencher des maladies pour attirer l'attention de la maman qui vit quelque chose de douloureux à ce moment-là, mais qui refocus sur l'enfant et l'enfant lui crie un peu à l'aide, mais c'est juste pour le défocus, pour la défocus de ses problèmes. Et on a connu un homme toutes les deux qui s'appelle le docteur Barley et qui nous Tout à expliquait fait. que lui, pour soigner un enfant malade, il convoquait la maman, il échangeait avec la maman, il faisait en sorte que l'enfant soit à côté en train de dessiner ou autre, pour Complètement. avoir conscience de la thérapie qui est faite avec la mère. Et quand l'enfant capte que la mère se libère, qu'elle se sent mieux, qu'elle se libère vraiment de ce poids et qu'elle se sent mieux, ben bizarrement, la maladie s'amenuise et commence à disparaître petit à petit. Et ça, Complètement. c'est vraiment intéressant parce que souvent, on ne sait pas, on est un peu désemparé quand on voit nos enfants qui ont des changements comme ça, qui vivent des trucs, mais c'est tout le temps lié à ce que la mère, enfin en tout cas, je le remarque, c'est vraiment souvent lié Complètement. à ce que la maman vit. Oui. Alors les pères, là, vous êtes un peu déchargés, mais c'est vraiment souvent ça. Ça en fait partie, mais c'est vrai que c'est plus la maman. Et c'est pour ça que tu dis que ça t'a permis. Il y a des gens qui peuvent écouter et se dire bah, attends, c'est son fils qui a le diabète, comment ça se fait qu'elle dit ça m'a permis de me reconnecter? Non, c'est parce qu'effectivement, ton fils a déclenché ça peut-être pour te permettre d'y voir plus clair sur certaines choses. Et comment il va, ton fils, d'ailleurs, aujourd'hui? Il va très bien aujourd'hui, il a 20 ans. Ouais. Et puis, aujourd'hui, moi, je lui ai posé la question, si tu pouvais guérir, est-ce que tu voudrais guérir? Il m'a dit non, je suis bien comme ça, parce qu'il s'est habitué, en fait. Parce que, encore, il y a aussi ce qu'on appelle le bénéfice de la maladie. Parce que quand on a toujours été connu, donc pour lui, je pense, hein, ça n'appartient qu'à moi, c'est qu'il s'est identifié à cette maladie. C'est ce qu'on fait parfois, et c'est pour ça qu'on n'en guérit pas. Alors, je parle d'autres maladies, et il y a aussi le bénéfice de la maladie. Là, en l'occurrence, un enfant, quand il déclenche une maladie, c'est biologique en réalité. Quand on revient dans le règne animal, comme disait Gérard Attias, on prend, tu vois, la troupe. Quand tu es adulte, tu vis. Mais quand tu te déconnectes de toi, tu te déconnectes de ton clan, ben tu meurs en fait. Et tu vois, même tu meurs. Aujourd'hui, quand on t'annonce un cancer, on te dit tu meurs. Donc en fait, la biologie, c'est qu'elle est là, l'inconscient, il est là pour garder la machine en bonne santé, pour perpétuer l'espèce humaine. Donc, ce qui se passe, c'est que l'enfant, inconsciemment et vibratoirement, c'est te dire, mais non, tu dois rester en vie parce que tu es là pour perpétuer l'espèce humaine. Et lui, il vient à ton secours quelque part. Et c'est vrai, en parlant du docteur Barley, moi, quand il m'avait rencontré, il m'a dit ça. Alors, en plus, et avec sa façon qu'il a de dire, en me disant, c'est parce que tu étais en situation de borderline que tu allais passer à l'acte que lui, il est venu te sauver en te disant, maman, c'est plus grave d'avoir une maladie que finalement d'avoir ton stress. Et donc, c'est pour te permettre de vivre. Donc là, c'est vraiment, on schématise. Bien sûr. On voit pas. Une émotion, c'est dans l'invisible. Tu vois, c'est à l'intérieur de ton corps. Ressenti. Voilà, c'est dans le ressenti. Et l'enfant, il capte, lui. Il est encore dans son être originel, donc il capte tout. Il capte ce que toi, tu ne veux pas t'avouer. Il capte ce que tu ne dis pas. Un enfant qui ne parle pas, c'est parce que justement, il est en train de dire à maman, mais tu parles pas. On Il fait faut pas parler. de coaching en direct, hein, attention. Hein. Non, je me permets pas. Non, mais je c'est juste, plaisante. je rebondis en fait justement. Et c'est ça en réalité, c'est que tout s'explique. Quand on est au travail, qu'on subit, on comprend pas Exactement. pourquoi. C'est parce qu'il y a des choses à aller dépouiller. Comment on fait? En explorant le corps. Parce que la mémoire, même quand on va faire de la psychologie ou des choses comme ça, le corps, lui, il a toujours cette empreinte dans les cellules. Il y a cette Comme une mémoire. empreinte qui reste, voilà, ouais. Voilà, c'est vraiment une mémoire. Et finalement, en fait, c'est comme cette expérience qui a été faite par Emoto au Japon pour l'eau. En fait, en fonction de comment tu vas te parler, tu vois, la molécule d'eau, elle va se modifier en fonction de est-ce que tu es dans l'amour, est-ce que tu es dans la détestation, voilà. Et nous, c'est pareil. On est fait de, je sais pas combien je crois 70, d'autres te diront 80% d'eau. Mais pourquoi on n'aurait pas cette réaction-là? C'est qu'à un moment donné, vraiment, revenons en nous. D'abord pour nous. Parce que, comme tout le monde, on fait toujours tout pour nos enfants. Moi, quand j'ai commencé la thérapie, c'était pas pour moi, hein. Mais moi, c'était pas grave, hein, parce qu'il fallait que je tienne coûte que coûte avec tout ce qui m'est arrivé. Il y a tellement de personnes dans ce cas-là. Oui, déménagement en même pas un mois, en quittant la région parisienne, en revenant dans ma région, avec un enfant malade. Là-bas, les pharmacies où il n'y avait pas du tout d'insuline de la même façon que nous, on avait. Le travail, mais j'ai vécu l'harcèlement, le racisme, des choses
Mais quand même, j'avais le sourire. Et là, non. Là, il y a un moment donné, ton corps, il te dit, du jour au lendemain, il a éteint l'interrupteur, Ouais. donc j'étais consciente, mais le corps, vraiment, il ne bougeait pas. Il s'est rigidifié. Finalement, à la hauteur de la psychorigidité dont j'avais fait preuve vis-à-vis de moi. Et là, on revient à soi et on se dit, ok. Mon premier thérapeute, enfin, mon formateur thérapeute, il nous disait à toutes, vous venez pourquoi? Mon fils, il a ceci, l'autre, sa fille, elle a cela. Il dit, non, mais attendez, je vous explique. C'est d'abord par vous que ça passe. Et aujourd'hui, combien de mamans sont venues me voir pour libérer les enfants? Mais je leur dis, non, mais les mamans enfants vont aller très bien. Si les enfants n'ont rien. En fait. Voilà, soignez-vous. Et je t'assure, parce qu'on me le disait, je me dis, attends, et je t'assure qu'il y a des libérations instantanées. Et après, cette dame-là m'emmène une autre copine qui a sa fille de 15 ans, pareil. Et du jour au lendemain. Donc même la personne, même si elle n'entend pas, le fait que la maman, elle, s'est autorisée à se libérer, tout son entourage se libère. Et c'est une réalité. C'est intéressant parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir et que j'ai envie que les auditeurs entendent aussi. Mais déjà, il y a cette notion que nous, les femmes, alors, j'aime pas spécialement parler des femmes et des hommes séparés, mais il n'empêche qu'on est quand même très différents. Et c'est vrai que nous, les femmes, on est beaucoup dans cette posture à vouloir sauver le monde, à vouloir être très fort, très positif, tout le temps souriante, à vouloir tout porter sur les épaules et à toujours être là pour nos enfants, pour nos maris, pour nos frères, nos parents, etc. Et souvent, on ne s'autorise pas à vivre ce que l'on vit actuellement, à se libérer, à comprendre ce qui se passe dans le corps, dans notre ressenti. Tu vois, moi, j'aime bien dire, et c'est pas moi qui le dis, c'est une citation, mais je la trouve tellement vraie, on ne retient pas les mots. Toi et moi, on est des autrices, on aime les mots profondément, mais je pense que toi et moi aussi, dans notre cheminement qui a été parfois ensemble d'ailleurs, on a compris avant tout que notre réalité, on l'a construit aussi sur la base de nos pensées, sur nos émotions. Il y a des situations, tu as le fameux Spire d'ailleurs, dont Dawila parle souvent, mais on vit des choses, voilà, des choses factuelles, s'ensuit une pensée, s'ensuit derrière une émotion, et il y a ce ressenti qui ne trompe pas, qui est juste la vérité. Tout à fait. Et en fait, ce que l'on vit, c'est ça qu'on retient. Dans 30 ans, on se rappellera toujours de ce qu'on a ressenti quand on avait 5 ans et que ce truc-là ne nous a pas plu. Alors que les mots, peut-être ce qu'on nous a dit, ça peut marquer. Certains mots peuvent marquer, bien évidemment, mais le ressenti, jamais. Et c'est vrai que quand on a conscience de ça, on se rend compte que finalement, il y a plein de choses qui se passent dans le corps. Notre corps nous parle et nous livre des messages. Moi, tu vois, quand je fais des ateliers en méditation, je leur rappelle vraiment que dans cette posture à la verticale, dans cet ancrage, cette verticalité, etc., ça peut être douloureux, mais dans cette posture, c'est là qu'on sent justement ce que le corps nous crie, nous hurle, dans ces inconforts, dans la hanche, dans la gorge, dans la nuque, peu importe, dans les poumons, mais aussi dans ce qui nous va bien dans cette posture. Il n'y a pas des petits messages à comprendre? Si. Et dans ton approche, pour apporter un peu de clarté là-dessus, c'est vrai que c'est vraiment de se rappeler que dans ce que notre corps nous dit, on peut comprendre des messages dans ce transgénérationnel qui est transporté dans nos cellules, dans ces mémoires cellulaires. Eh bien, le corps nous parle, nous rappelle notre histoire, et quand on est à son écoute, qu'on va vraiment au cœur de notre corps, on peut se libérer davantage juste en libérant quelques mots. J'ai vécu ça. Je le sais. Non. Il faut aller parfois plus au cœur de notre corps, vraiment en profondeur, pour pouvoir peut-être comprendre ce que l'on a vécu, même au-delà de notre naissance, comprendre les apprentissages de ces cycles, de ces bouleversements, et comprendre aussi comment on peut avancer avec davantage d'amour. Parce que ton livre, il parle beaucoup de ça, de courage, d'épreuves, de déménagement, d'Eldorado français, tu le dis. Mais ça, c'est vrai que c'est un peu un mythe. Et finalement, quand on arrive sur place, est-ce que c'est si mieux? Le nombre de personnes qui pensent venir en France ou dans d'autres pays en pensant trouver une vie meilleure et finalement se retrouvent à la rue. Leurs familles ne sont même pas au courant. Ils n'ont même pas de quoi manger ou se vêtir, mais ils ont honte de rentrer au pays parce que pour eux, c'est la réussite, la France, alors que pas du tout. Et je pense que la réussite, elle se trouve à l'intérieur de nous. Exactement. Et c'est la conclusion justement de ce livre-là. C'est que je me suis rendu compte que où que l'on soit, la vie, elle est là, dans notre cœur, où que l'on soit. On peut faire avec ce que l'on a, mais on s'est habitué en fait à développer finalement des besoins de confort sociétal, tu sais, aujourd'hui on nous apprend, il faut aller faire des études le plus longtemps possible, avoir une maison, avoir une voiture, des enfants, un mari, c'est la réussite. Mais on s'aperçoit, on a tout ça, perso, j'ai eu ça, mais non, j'ai eu c'est quoi alors en fait? C'est qu'il y a des choses, justement,
que l'on vit qui ne nous appartiennent pas, mais on s'en rend pas compte. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure, ça m'échappe, ça reviendra, enfin je referai un petit peu, je rebondirai dessus. Mais là, tu vois, dans ce livre, je raconte, la petite fille, elle a connu la violence. Tu vois, la petite Alia, elle a grandi dans un environnement d'amour, même si il manquait des choses, pour elle, il manquait rien du tout, parce que le grand-père travaillait la terre, il mangeait, donc pour elle, il ne manquait de rien. Mais les adultes, eux, se sont dit, non, il nous manque ceci, la Bien voiture sûr. peut-être. Donc, ils sont venus pour un besoin légitime. Mais ce qui s'est passé réellement quand ils sont arrivés en France, nous, c'est la France, mais ça peut être un autre Bien sûr. pays, c'est qu'en réalité, tu te coupes de ta famille, de cet amour. Donc, tu te retrouves sans les bras chaleureux de la maman, parce que c'est justement les personnes qui sont dans le livre arrivent ici très jeunes, 19 ans, 18 ans, à peine majeures, tu te rends compte? Ils ont même plus de père comme figure parentale, ils ont plus de repères non plus, ils arrivent, ils prennent ce qu'ils trouvent. Et comme c'est des ouvriers pour la plupart, parfois on les considère pas. Et là, je me dis, mais finalement, est-ce que c'est un Eldorado? Parce que moi, quand on me disait Eldorado, c'était festif. C'était, il y a de l'or d'ailleurs. Beaucoup qui sont restés là-bas pensent ça, de ceux qui sont là. Et ceux qui sont là triment tellement, se disent, mais ils sont ingrats les autres. Donc c'est ça en réalité. Et je voulais montrer que au final, même si dans la famille, tu vois, là, des fois on peut dire à la belle-mère, elle est ceci ou cela, mais chacun a son parcours. Bien sûr. Chacun son parcours de vie. Elle aussi, elle a galéré. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle en fasse la même chose, évidemment. Mais c'est juste en fait, on n'excuse personne. Parce qu'il y a des erreurs faites par tout le monde. Mais là, c'était vraiment pour prendre de la hauteur, pas être, tu sais, dans son nez, là, chaque fois dire, c'est à cause de toi, c'est à cause de ceci. Vraiment prendre de la hauteur et voir, quand on met de l'amour, on se dit, mais chaque personne a son lot de blocages, de freins. Et finalement, l'autre, elle a vécu l'histoire qu'on lui a imposée. Aujourd'hui, nous, on a cette possibilité de vivre notre vie. Et c'est là que je me suis dit, c'est un livre qui mérite d'être lu pour aller dans ces foyers, justement, qui peut-être vivent encore cela. Quand tu vois bien, souvent, quand il y a des réunions de famille, c'est « il m'a dit, il m'a fait, tu te rends compte, ceci, cela ». Mais je dis « non, ça c'est le passé, vous êtes encore dans le passé, mais à quel moment on vit le présent ?» Et on le dit, hein, le tu. Ouais. C'est-à-dire que tu as fait ci, tu as fait ça, ta. Et si on remplaçait juste ça par effectivement, tu as fait ça, mais moi, voilà comment je l'ai perçu, ce que j'ai observé, comment je me suis sentie quand tu as fait ça, quel est mon besoin, quelle est ma demande. C'est différent que d'accuser constamment l'autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être dévastateur pour soi et pour l'autre. Et comme tu le dis, souvent, on rend responsable l'autre, on se met en position de victime. On a tous été dans cette posture-là. Clairement. Parce que parfois, ça peut paraître bizarre, mais on va pas se mentir, c'est vrai. Quand on se met dans cette posture de victime, c'est sécurisant. C'est chelou un peu de dire ça, mais on se dit « c'est lui. Moi, j'ai pas de responsabilité, c'est pas de ma faute. Donc je subis, je suis victime. » Et c'est OK, on a tous eu des moments comme ça, et toi et moi aussi, je pense. Mais complètement, 10 000 fois. On est expert de ce qu'on a été. On est nos premières clientes. Voilà. Mais à un moment donné, c'est bien aussi de se rappeler qu'effectivement, déjà, chacun a son histoire, son parcours, que l'autre personne en face aussi, comme tu dis, ça n'autorise pas les coups, la violence, etc. Mais non. On a peut-être aussi autorisé cette personne à nous faire ça. On est aussi responsable de ce que l'on vit. Et quand on récupère cette responsabilité et qu'on se retire un petit peu de ce statut de victime et qu'on y replace un petit peu d'amour et peut-être de compréhension, pas forcément de compréhension, mais de juste se dire qu'il y a des points de vue différents, qu'il y a des histoires différentes et que chacun fait du mieux possible avec ce qu'il est en train de vivre et avec ce qu'il a besoin d'expérimenter à ce moment-là. On se rappelle qu'en fait, on peut reprendre possession de notre vie. On peut faire le choix d'accepter ou de partir, de ne plus subir cette situation et de voir comment on s'en va et on en fait quelque chose de beau, peut-être finalement. Et est-ce que c'est pas aussi un retour à soi? Est-ce que l'on ne vit pas certaines choses? Attention, je dis pas qu'il faut vivre des horreurs, hein. Mais parfois, quand on en vit, peut-être que si on veut s'en échapper, s'en sortir et vivre mieux, se dire juste que c'est OK d'avoir vécu ça et que si on l'a vécu, c'est peut-être qu'il y a un vrai message, un vrai cadeau, mal emballé, comme on dit souvent là, mais qu'il y a un cadeau quand même derrière et qu'on peut avancer en prenant conscience de ce message et en
en avançant avec ça d'une manière où on se replace dans notre vérité, dans notre histoire Complètement. et dans ce qu'on a choisi d'écrire pour la suite avec ce qui est déjà écrit. Tout à fait, oui. Et la notion de vérité, elle est juste. Il n'y a pas une vérité, c'est chacun sa vérité. Exact, ouais. La tienne ne sera pas la mienne, tout comme la mienne ne sera pas la tienne. C'est pour ça que moi, par exemple, dans mes suivis, je laisse le loisir à la personne d'aller chercher sa propre vérité à travers sa propre histoire. Pas celle que moi, je vais lui dire parce que j'ai appris des protocoles ou tout ça. Non, non. Le corps va te raconter ton histoire, c'est toi. Et c'est en verbalisant, comme tu as dit tout à l'heure, le ressenti, c'était ça qui m'avait échappé. Alors que normalement, le ressenti, tu as vraiment défini ce que t'es un ressenti. Parce que justement, le nœud émotionnel, les tensions que tu ressens dans le corps, eh bien, c'est ça, c'est la charge émotionnelle que tu as mis lors d'un événement et tu lui as donné en fait une charge émotionnelle Complètement. tellement forte que aujourd'hui, quand tu vas revisiter cette charge émotionnelle, qu'est-ce que tu fais? Justement, tu vas la dépoussiérer et lui redonner la vraie charge émotionnelle. Et c'est comme ça, en fait, que tu fais la libération et elle va te donner, en fait, l'histoire. Pourquoi? Qui a vécu comme ça dans ta famille? Et l'organe, et c'est ça que moi, je suis formée à la biologie des émotions, donc décodage des maladies, et je m'en sers pour les émotions, c'est que chaque organe, il y a un conflit sous-jacent. Donc, on va te dire, bon, en médecine chinoise, le rein, c'est la peur, tout ça, mais c'est beaucoup plus chirurgical, en fait. Quand tu passes, quand tu vas dans le corps, tu passes de l'intérieur. Il suffit juste de te poser cette question. À quoi sert cet organe? Et quand tu vas regarder sur Google, il va te dire à quoi il sert cet organe-là. Tu auras aussi déjà une partie du message. Parce que cet organe-là, justement, il t'aide à absorber. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, l'inconscient, il est là pour maintenir la machine. Quand je dis la machine, c'est le corps pour la perpétuation de l'espèce humaine. Quand tu as un organe qui est malade, c'est que, en fait, tu l'as surchargé. Les nœuds émotionnels, il y en a partout. Ah bah j'ai mal à l'épaule, c'est parce que j'ai secoué un drap. Ah bon, ok. Ah bah c'est parce que je fais le ménage. Je t'assure, j'entends ça. Je dis non mais j'ai de l'arthrose, ok. Ah j'ai de la tendinite. Chose, ouais, mais quelle est la valeur que tu te donnes? Tu vois, tout a un sens en réalité. Sûr. Moi quand j'ai découvert, alors là aujourd'hui je parle comme ça, mais avant je comprenais rien. Moi-même, j'étais dans la victimisation, c'était la faute de tout le monde, sauf la mienne. Et finalement, quand tu apprends ces outils-là, bah, tu te dis, ah ouais, mais en fait, si j'ai subi ça, c'est parce que j'étais un buffet ouvert. Bah, toi-même, tu as un buffet ouvert, tu y vas. Dans les mariages, quand tu as un buffet, même quand ils n'ont pas faim, ils prennent. Eh ben là, c'est pareil. Donc, du coup... Et en plus, ça va bien avec ton prénom, Fatia, l'ouverture. Oui, tout à fait. Donc, bah, c'est tellement ouvert. Et ben, à un moment donné, bah, je ne l'ai pas ouvert pour moi. Bah oui, quand tu l'ouvres pour l'autre, pour tout le monde, il n'y a plus rien, parce que je me suis adaptée, suradaptée à tout le monde, je me suis perdue, je ne savais plus qui j'étais. Alors, c'est vrai que c'est difficile parce que je rebondis aussi même sur l'histoire de nos prénoms. On en parlait tout à l'heure. Fatia, effectivement, c'est l'ouverture. Oui. Bon, alors aujourd'hui, excuse-moi, j'apprends à Vas-y. dire Fatiha, Ouais. parce que de par une formation que j'ai faite, en fait, le Ha, ça veut dire déjà autre chose. ça incarne la vie. Ok, waouh. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, puis mon professeur m'avait appelé Fatia, je dis, oh, il m'a enlevé la vie. c'est bizarre, mais je dis, et du coup, je me dis, tiens, finalement, s'il y a cette notion, c'est peut-être pour ça que j'ai jamais vécu, parce qu'on m'a toujours appelé Fatia, alors que c'est Fatiha. La française, l'Eldorado français, tu vois. Mais oui, mais c'est bien que tu me reprennes là-dessus, c'est important, et on n'est pas là pour dénaturer, mais c'est important. On parle de ce que le corps nous dit. Il y a aussi nos prénoms qui portent un message. Alors, l'idée, c'est pas de repartir de ce podcast en vous disant oh là là, il y a des messages partout. Oh là là. Mais c'est le cas. Mais en fait, à un moment donné, si on veut arrêter de se plaindre et de vivre en étant soi, en étant vrai, en étant libre d'être qui on est, il faut comprendre ces petites choses-là parce qu'on a énormément de clés à notre disposition là. On n'a parfois pas forcément. Alors, moi, je suis convaincue qu'on a tous besoin d'un mentor, d'un coach. À un moment donné, on a besoin de cet œil extérieur qui nous emmène à ces conclusions. Mais une fois qu'on a accès à ça, eh bien, je ne sais pas pour toi, Fatiha. Voilà, super. Je ne sais pas pour toi, mais... et j'ai encore tellement de choses à apprendre et tu m'as appris encore des choses tout à l'heure. Mais avec ces quelques outils quand même maîtrisés, en enlevant le mot maîtrise, mais ces outils acquis peut-être, qu'est-ce qu'on gagne du temps ? Qu'est-ce qu'on gagne en liberté ? Moi, il y a encore peu de temps, voilà, sans m'épancher, j'ai vécu un truc pas top. Et je pense que sans ces outils, j'aurais pu rester dans ce truc pas top une 20aine d'années. Oui. Et avec ces outils, le fait de comprendre mon prénom, de comprendre les épreuves, les cadeaux cachés, les messages, etc., d'échanger avec des personnes comme Fatiha, eh bien, j'ai pu sortir de ce truc un peu douloureux en moins d'1 an. Et en fait, j'en suis fière et c'est pour ça que j'ai à cœur de transmettre tout ça parce que vous qui écoutez ce podcast, j'aimerais vraiment que si vous viviez une situation pas facile
violente, humiliante, manque de soutien, avec beaucoup de charges émotionnelles, toutes ces contractures dans le corps. Moi, ça m'arrive souvent, par exemple, d'avoir l'impression d'être constamment contractée. Et au moment où je lâche prise, je me dis waouh, tous les nœuds que j'avais dans le corps à ces endroits. Si vous êtes dans ce genre de contracture de la vie, eh bien peut-être que votre prénom, peut-être qu'une épreuve, peut-être que le décodage de ce que votre corps vous dit peut vous permettre de lever un voile sur ça et de retrouver espoir sur une vie meilleure, sur une vie moins subie, une vie beaucoup plus libre. Et enlevons-nous tous ces codes-là de société où on se dit, pour être heureux, il faut une voiture, il faut bien manger au resto. On s'est fait un bête de resto tout à l'heure, mais c'est pas ça qui nous rend heureuse. Pas du tout. C'est vraiment la profondeur discussion. Et c'est à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça qu'on fait cet épisode. C'est vraiment pour que vous qui écoutiez, si vous subissez actuellement votre vie, on peut sortir de ça. Et ça n'enlèvera en rien la gravité de certains faits. Mais on peut juste en sortir et savourer chaque seconde autrement et comprendre ce que la maladie, le corps, les prénoms nous disent. Moi, mon prénom, Céline, il parle en fait des secrets de famille, la gardienne des secrets de famille. Et je me suis retrouvée parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de secrets dans cette famille et beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qu'on évite, qu'on esquive. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu à cœur dans mes métiers, mes professions, mes rencontres, dans toutes mes actions finalement. Pour moi, c'était limite une manifestation constante de dire « je veux la vérité, j'ai besoin de cette vérité, je veux qu'on soit vrai avec moi, tout comme et laissez-moi être vrai avec vous. Et c'est pas grave, tout va bien. » Moi, j'ai vraiment à cœur de cette vérité et quand on n'est pas vrai avec moi, je le sens comme une trahison. Mais je pense que je porte des choses en moi qui m'emmènent vers ça. En tout cas, voilà. C'est pour vous dire que c'est hyper important. Alors, revenons rapidement au livre. Ce que j'ai aimé aussi dans cet ouvrage, et vraiment, je vous invite à le lire, c'est qu'à travers l'histoire d'une petite fille, c'est pas un livre où on vous parle d'une méthode. Tac, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, c'est un roman. C'est une histoire d'une petite fille qui s'appelle Alia. Et on est transporté avec tous les personnages qui sont dans sa vie, ses grands-parents, ses parents, etc. On déménage avec elle, on explore différents continents. Et il y a différents extraits que je voudrais vous lire rapidement pour illustrer en fait ce que j'aime dans ce livre, c'est tous ces cycles de vie. On traverse parfois des moments hyper paisibles, et puis d'un seul coup, c'est la tempête. Tout à fait. D'un seul coup, c'est la solitude, d'un seul coup, c'est l'encombrement, et puis après, on revient à quelque chose de paisible. C'est la vie. C'est l'hiver, c'est l'été, c'est le printemps. Comme le cardiogramme. Moi, j'aime à dire que quand c'est plat, c'est la mort. Ouais. En fait, la vie, c'est avec des cycles où il y a de la joie, un peu de tristesse pour se rappeler qu'il y a la joie, un peu de joie pour se rappeler qu'il y a la tristesse. Et en fait, c'est ça le cœur. Et ça. L'objectif de la vie, c'est éviter de faire des montagnes russes. Ouais. Mais en fait, avoir des choses, c'est normal. C'est juste dire, vivement que ça passe et que je reçois finalement l'enseignement. Aujourd'hui, moi, j'en suis à dire ça. Ouais. C'est-à-dire, quand il se passe des choses, je dis, waouh, qu'est-ce que je suis en train... Parce que je ne peux pas parler sans incarner. Parce qu'incarner, en réalité, c'est que ce que tu dis, ta vibration va faire que tu vas le vivre pour pouvoir le transmettre. Tu ne peux pas transmettre quelque chose sans l'avoir toi-même déjà vécu. Et puis, tu sais, je pense parfois, certains coachs ou formateurs, on transmet des choses qu'on n'a pas encore vécues, mais ce sera jamais aussi juste et vrai qu'une fois qu'on l'a vécu. Et vraiment souvent, moi, je pense qu'on est vraiment toujours nos premières clientes. On ne fait jamais les choses par hasard. Et quand c'est pas le cas, je pense qu'on s'est peut-être trompé de voie et qu'on se cherche encore. Mais ce qui est beau, en fait, c'est justement d'incarner ce qu'on transmet. Et il n'y a pas mieux que de le vivre. On n'a pas le choix pour ça. Concernant les émotions, avant de revenir sur les extraits, moi, je suis convaincue qu'en fait, on a tout en nous. C'est-à-dire qu'on peut être totalement... Moi, j'en ai un peu ras-le-bol des gens qui me disent « Moi, je suis une meuf hyper douce et paisible. J'ai pas une once de méchanceté en moi. » Mais mademoiselle, tu as tout en toi. Enfin, moi, je suis convaincue qu'on peut être hyper colérique et hyper douce selon ce qu'on traverse et selon ce qui nous traverse et qui parfois prend le dessus sur nous. L'être humain, il est fait de dualité. En fait, on a une partie d'ombre et une partie de lumière. À nous de choisir laquelle on veut faire travailler. Exceller, en fait. Si tu décides, toi, aujourd'hui, Céline, d'être dans la méchanceté, tu peux, si tu veux, être dans la lumière. OK, voilà. C'est parti. Et au final, on a tous, à un moment donné, dit des choses, des méchants. Non, mais c'est pas grave. Je sais que c'est pas bien, mais c'est pas grave. Et c'est OK, en fait. Bien sûr. C'est que on a un côté angélique, un côté démoniaque, mais le but de la vie, c'est de tendre vers ce côté angélique.
C'est tout, en fait. C'est pas parce que tu auras fait quelque chose dans ta vie que tu es une mauvaise personne. Il n'y a pas plus... J'ai il y un a- petit frisson. Oui. Tu vois? Ah, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? J'envoie de l'électricité. L'électricité. Mais en fait, c'est ça, c'est que savoir se pardonner. En fait, finalement, on va pardonner à toute la terre sauf à soi. À un C'est moment vrai. donné, il faut être gentil avec soi. La compassion, il faut, moi je dis installer ce mot, la compassion avec soi-même. Je le dis parce que moi, j'ai été une grande extrémiste avec moi-même, où c'était la psychorigidité aussi. C'était jamais assez. Je faisais 1 milliard de choses, c'était jamais assez. Et mon corps, il était comme ça, hein. Sauf que maintenant, j'ai compris que j'écoute mon corps et je fais ce que je peux. Point. J'ai été une mère parfois exécrable. Je n'ai pas de culpabilité parce que je l'ai travaillé, mais c'est parce que, il y a un moment donné, j'ai fait avec ce que j'avais. Aujourd'hui, j'ai des outils, je fais autrement. Et je pense que il faut se féliciter quand on arrive à sortir de ces carcans ténébreux et se dire, en fait, dans les ténèbres, il y a une petite lumière, j'ai su aller m'agripper et du coup, j'en suis sortie. Et là, je suis devenue superwoman, là, je me vois là. Génial. Ouais, on a tout en nous, à nous de savoir où est-ce qu'on place Complètement. le curseur sur les émotions, l'amour et la peur, etc. Justement, alors juste entre parenthèses, s'il vous plaît, les auditeurs, investissez en vous. Arrêtez d'investir sur un beau sac. Comme disait une personne, tu t'achètes un sac à 300 €, tu n'as même pas 10 € dedans. Donc à un moment donné, en fait, on ne peut pas aller faire ce travail-là tout seul. Il faut d'abord avoir, moi ce que j'aime dire, c'est que nous sommes des lampes torches. On éclaire juste le chemin pour leur faire traverser cette zone de turbulence qui s'appelle la douleur. Et derrière la douleur, il y a la délivrance. Mais pour cela, il faut vraiment investir en soi parce que dans la vibration, le fait que tu décides d'investir sur toi, il y a quelque chose de magique qui se passe. Et toi et moi, on l'a fait sur des formations. Et pas qu'une fois, hein, c'était Voilà. des formations très bouleversantes. Voilà. Et des fois, on se dit, oh, mais j'ai pas un rond, comment je peux faire? Et demande, tu vas avoir. Des fois, on allait même faire les formations avant d'avoir Oui. l'argent. Et après, on allait chercher l'argent. Ouais. Et puis l'argent Ouais. venait parce Non, qu'on non, mais vibrait haut justement. Exactement. C'est ça en C'est fait. hyper important. L'idée, c'est pas. C'est vrai que depuis le Covid, il y a tout un tas de formations qui existent de plus ou moins bonne qualité. En tout cas, c'est ce que je pense. Il y a quand même beaucoup de charlatans dans ce milieu-là, on va pas se mentir. Complètement. Et c'est important d'avoir un feeling avec la personne qui vous accompagne. Mais je pense qu'à un moment donné, on a vraiment besoin d'un regard extérieur. Moi, je sais, et sans aucune honte, et vraiment, je suis même très fière de pouvoir le dire aujourd'hui. Moi, je sais que je me fais régulièrement accompagner, que ce soit par une coach, une mentor, voire par un et une psy. J'aime bien avoir le regard d'un homme et d'une femme aussi. Et ça fait du bien parce que parfois, et en plus, quand on a un peu cette posture de coach, des fois, on a un petit peu je sais tout. Bah non, mais je suis coach, je sais déjà ce que ça dit de moi. Je sais. Moi, à un moment donné, j'étais vachement comme ça. Devant les gens, une grosse tapette, mais quand j'étais avec moi-même en introspection, mais je sais déjà, mais je n'ai pas besoin de... Mais déjà de confronter un peu ce que l'on pense avec quelqu'un qui a un regard extérieur, de comprendre davantage de choses. Et puis, quand on vit le truc, on n'a pas le même regard que quand c'est un client qui le vit. C'est hyper important, en tout cas, de choisir avec qui on ressent quand même quelque chose où on est à l'aise, on a un feeling, mais quelqu'un de compétent. Vérifier les personnes avec qui vous travaillez, où est-ce qu'elles se sont formées. C'est important de vérifier aussi qui a fait la formation de base à l'origine et de voir comment les personnes sont formées. Mais en tout cas, de se faire accompagner de temps en temps, ça fait pas de mal et ça permet vraiment de gagner en énergie, en vie et d'arrêter de subir sa vie et de penser qu'on va tout gérer tout seul. Au-delà de la formation, Céline, si je peux me permettre, vraiment, moi, je pense que l'expérience de la personne, parce que souvent, moi, par exemple, j'ai été formée il y a des personnes, on a fait les mêmes formations. Ah oui, et elles ne procèdent pas du tout de la même manière parce que notre vécu est un terreau. Bien sûr. Toutes les épreuves, parce que plus tu vas vivre des épreuves extra horribles, plus en fait, finalement, ton excellence va être excessivement excellente. Je sais pas, extra excellente. Je vais inventer des mots. Véritablement, et j'ai pu le voir parce que justement, personne d'autre ne peut venir t'expliquer comment toi-même, tu as pu traverser des moments douloureux. Il y a parfois, il y a eu des viols, il y a des incestes. On va loin, en fait, on va loin. C'est pour ça qu'il est important de savoir où est-ce qu'on va. On ne peut pas donner notre mentale intimité à tout le monde. Non, c'est important. Effectivement, formation, expérience, mais aussi ce que la personne en fait. Il y a des personnes qui se font extrêmement bien former, qui ont aussi un vécu, mais qui n'ont pas ces capacités à transmettre et à accompagner l'autre, être à l'écoute complètement de l'autre et parfois se placent peut-être plus en priorité. En tout cas, voilà, hyper important de se faire accompagner selon ce qu'on traverse avec les bonnes personnes.
Pour revenir sur ton livre, c'est important Oui. pour moi de revenir sur les extraits de ton livre parce que ce livre, je le trouve. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis une fascinée d'histoire et de storytelling et fascinée aussi de cette vérité. Voilà. Mais ce que j'aime dans ce livre, en tout cas, c'est qu'il est accessible, il est simple à comprendre, facile à lire, mais surtout, on voit tous ces cycles dont on parlait. Par exemple, sur la première page, on lit. Tous les matins, elle saute hors de son lit avec enthousiasme et un sourire radieux, prête à explorer le monde qui l'entoure. La nature est son terrain de jeu. Son imagination débordante lui permet de transformer chaque jour en une aventure extraordinaire. Elle regarde cette nature comme si celle-ci communiquait avec elle. Donc là, on sent juste qu'elle est dans un moment heureux, Tout à fait. où elle est en paix, elle est bien. Et puis, quelques pages plus loin, on peut lire « Il s'est passé quelque chose d'étrange en elle. Un changement radical qui a laissé une cicatrice invisible. Quelque chose vient de se briser et elle se sent anesthésiée. Pour ne plus éprouver la douleur de la séparation, elle apprend à se protéger en refusant l'amour. Elle développe une méfiance envers les liens affectifs. » Je ne vais pas continuer parce que voilà, il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais je pourrais lire tout le livre. Et puis quelques pages plus loin encore, on peut lire également « Pourtant, même là où elle espérait atteindre le bonheur, elle a aussi expérimenté la violence. Elle a dû redoubler d'efforts pour se sentir acceptée, intégrée, confrontée à des préjugés et à des obstacles qui semblaient insurmontables. Finalement, Alia a compris que l'Eldorado tant recherché n'existait pas à l'extérieur, mais bien dans les profondeurs de son propre cœur. » Donc moi, ça me... Vous la voyez pas, mais Fatia, elle est en train de boire, c'est en train de lui serrer la gorge parce que ça lui rappelle plein de choses, je le sais. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a à la fois de la poésie, il y a des rimes, il y a de la profondeur, il y a de la beauté, mais surtout de la vérité. Tous parmi nous, toi, moi, Fatia ou les auditeurs, on a tous vécu ces cycles. On a tous été extrêmement bien, on a tous été extrêmement mal, on a tous eu ces peurs, Et puis d'un seul coup, finalement, enfin pas d'un seul coup, mais petit à petit, on se remémore que finalement, c'est pas en voyageant à l'extérieur, en faisant un milliard de rencontres, en cherchant absolument à faire plein de choses pour se défaire de ce qui nous fait mal. Finalement, la paix, peut-être qu'elle se trouve à l'intérieur de soi. Oui, parce que je l'ai cherché pendant longtemps. J'ai quitté ma région d'origine. Je suis venue en région parisienne. J'ai quitté plein de villes parisiennes pour aller... Parce qu'il y a un moment donné... Je me suis dit, attends, il y a un endroit quand même où il y a cette paix. Je t'assure, je ne l'ai jamais trouvé. Jusqu'à ce que j'ai mouru pour renaître. Et là, je me dis, waouh! Mais en fait, je suis allée tellement loin alors que c'était là. Je ne dirais pas devant, hein, parce que c'est à l'intérieur, dans le cœur. Et c'est ça qui est essentiel, c'est revenir au cœur. C'est quand même le cœur, c'est même au niveau organique, c'est quand même la pompe qui permet la vie. Et nous, on s'en éloigne. Et c'est vrai que ce cœur-là, justement, quand on n'arrive pas à prendre de décision, c'est qu'on est complètement déconnecté. Quand on revient au cœur, il nous donne la réponse dans les 3, 5 secondes. Ouais. Exactement. Et au-delà, c'est plus toi, et ne te pose plus de questions. Et tu vois, là, à travers le livre, les extraits que tu viens de lire, c'est que oui, tu vois, il y a cet enfant qui vit la joie. Et ben, comme les parents, eux, ils se sont dit, tiens, on va aller chercher une vie meilleure. Pour eux, ils ne faisaient pas de mal. Mais la fille, elle a été anéantie. Elle n'a rien compris. Donc, c'est bien le ressenti. Ça ne veut pas dire que c'était la vérité. C'était sa vérité à elle, à cet instant-là, qui fait que, eh bien, pendant des années, elle a vécu des galères et elle s'est fait manquer de respect parfois. Elle a été sujet à la violence. Elle a été elle-même parfois violente. Donc, finalement, tu vois, l'histoire de vie, c'est bien ce qui fait ce qu'on devient plus tard. C'est bien les décisions de nos aïeuls qui font qu'on vit une vie qui n'est pas vraiment la nôtre. Donc, finalement, revenir à soi, ça veut dire quoi? C'est qu'à un moment donné, c'est fini tout ça. Je transforme ce qui m'a été transmis, toutes ces valeurs en héritage, vraiment, et plus en trauma. Parce que trauma, c'est déjà vilain, mais je vais aller parce que j'ai vraiment fait un voyage, moi, dans toutes les sphères, où on va dénouer ce nœud-là pour me réapproprier ma vie. Et je décide de ma propre vie. Ce qu'ils ont vécu, aujourd'hui, pour moi, c'est extraordinaire. Tu te rends compte ce courage dont j'ai hérité. Et finalement, c'est le courage dont je faisais preuve également, mais pour les autres, pas pour moi. Sauf qu'aujourd'hui, je le fais pour moi. Magnifique. Voilà.
Magnifique. C'est vraiment une belle histoire, en tout cas, qui permet de comprendre des choses qui font écho en nous. Illustrée de cette petite fille qui... Est-ce qu'elle existe, cette petite fille? Alors, je pense qu'on a un petit peu tous en elle, mais est-ce que c'est un personnage que tu as créé pour illustrer des messages que tu voulais transmettre, ou est-ce que c'est une petite fille qui existe réellement autour Elle de toi? existe réellement et c'est vrai que je l'ai fait sous forme de roman pour pas que ce soit vraiment lié à une seule personne, Ok, pour parfait. que chaque personne en fait se reconnaisse en cette petite Alia ou grande Alia. D'ailleurs, pour en revenir, comme tu parlais de la signification de ce prénom, Alia, donc c'est Alia en arabe. Je connaissais pas du tout la signification. Tu as la signification hébraïque, en fait, c'est l'élévation. Waouh. Ah, je savais pas, ouais. Et là, au mois de mai, j'avais fait un business club. J'étais allée à Tanger Mhm. avec notre amie Ah oui, Dawila. ouais. Voilà. Et je vais dans un endroit où je ressens des émotions. Je comprends pas, j'ai les larmes. Je ne comprends pas. Et en fait, c'est là où, donc c'est à Tanger, c'est dans les hauteurs, où l'océan rencontre la mer Méditerranée. Et quand tu regardes, en fait, déjà, je raconte la Waouh. traversée du papa, je raconte que ça, la mer et tout ça. Mm. Et je vais en fait juste pour faire une photo et je vois, tu vois, la couverture de ça. Et je vois tout ça et ça résume clairement ce qu'il y a dans le livre. Mais je lui dis, c'est pas possible. C'est juste incroyable si c'est pas un message divin. Et tu vois, ça, c'est une copine qui m'a prise en photo. C'était même pas prévu. Et je dis, non, mais ça va être la couverture de la photo. Magnifique. Et ça s'appelle Tanja la Alia. Ok. Là-bas Ah aussi. ouais. Ouais. Ah ouais, donc, C'est les auteurs de. pas Vraiment, de hasard, c'est. hein. Oui. En off, tout à l'heure, tu me parlais du dessin animé Encanto. Oui. El El Canto. Canto. El Canto. Oui. El Canto, El Canto, je sais plus. El Canto. Ouais, Avec l'accent. C-A-N-T-O. Un dessin animé que j'avais vu au cinéma avec ma fille qui est exceptionnel. Je pense que certains parmi vous l'ont vu aussi. Parce qu'il y a effectivement toute cette dimension aussi transgénérationnelle dans ce dessin Tout à animé. fait. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, tout à fait. Alors moi, je l'avais déjà vu, mais j'avais pas cette dimension du transgénérationnel. Donc je l'ai vu, j'ai aimé, j'ai aimé les couleurs, tout ça. Et c'est vrai que là, je l'ai revu dernièrement avec mes enfants. Et là, j'ai pris cette dimension de waouh, en fait, ça parle clairement de cela. Cette grand-mère qui a vécu, donc on l'apprend qu'à la fin, qui a vécu un terrible événement. Et finalement, elle crée T'as cette spoilé maison. un petit peu là pour ceux qui l'ont pas vu quand même, hein. Ah oui, ben. Non, je t'embête, c'est pas grave. écoute. Attends, je crois que je vais. Qui c'est qui a créé ce dessin animé? Je vais demander des droits pour la pub. Et donc, finalement, tu vois, elle va faire vivre toutes ces injonctions, tu sais, qu'on a portées nous-mêmes, le fait plaisir, le fait. Complètement. Regarde, par exemple, comment elle s'appelle Louisa? Elle, c'est la soif forte. Donc, Complètement, ouais. impossible, en fait, de pas être forte le jour où elle commençait plus à avoir ses pouvoirs, à ne plus être forte. Elle n'existait plus. Tu avais la belle, je sais plus comment elle s'appelait. Elle s'était fait plaisir à travers le mariage, c'est le m'as-tu vu. Et finalement, la seule qui était dans son être originel, finalement, c'est l'héroïne. Je sais plus comment elle s'appelle. Bon, problème de mémoire avec ça. Oh, moi, ça fait quand même quelques temps, pareil, je me rappelle plus tes Ouais. noms, mais Mais tu vois, à la fin, au tous les final, souterrains qui fouillent avec le Voilà, long, oui. je sais plus. Enfin, oui, avec l'oncle, justement, ben, elle a caché, ben, la grand-mère, elle a caché son fils Ouais. parce que lui, il avait des dons, en fait, et donc, ben, il y a un moment fallait donné, ben, camoufler ça, quoi. voilà. Et à un moment donné, ben, tout ça vole en éclats, casse ce schéma familial où il y a les apparences et ben, ils sont quelque part vénérés. En fait, c'est un petit peu les chefs du village. Et là, en fait, tout se casse. Et qui vient sauver cette famille? Ben, c'est cette fille qui n'avait pas reçu de magie en héritage. Et par contre, elle a agi avec son cœur. Elle voyait des choses, elle sentait. Tu vois, enfin, ses intuitions, ses ressentis. C'est Et l'écoute, elle les a c'est, suivis, en fait. Complètement. Elle n'a pas suivi les codes parce qu'elle trouvait que c'était pas normal. Et d'ailleurs, Elle s'est écoutée. au départ, elle était traumatisée parce qu'elle se dit, mais comment moi je fais pas partie du clan? Je n'ai pas de message, enfin c'est pas des messages, dons. c'est de dons. Je n'ai pas de pouvoir magique. Et là, en fait, finalement, c'est pas son pouvoir magique, c'était de venir réparer cette famille. Et c'était vraiment, pour moi, c'est l'illustration du transgénérationnel, mais avec une solution. Parce que pour moi, dans mon approche, je ne m'attarde pas sur les problèmes. Parce qu'on les a assez vécus, il faut aller à la solution. Pourquoi perdre du temps? Il y a un moment donné, quand tu as les clés, tu connais. Il faut juste ouvrir des portes. Et comment? Eh bien, il y a des clés. Il y a alors un process, même si j'aime pas trop les process, mais il faut aller déjà en soi. Et à partir du moment où tu as les clés, même quand tu as des petites vibrations, bah ça fait écho à quelque chose que j'ai vécu, à une histoire, tu vois, comme la Madeleine de Proust. Tu vois, souvent tu dis, mais quand j'étais avec ma grand-mère, j'ai vécu ça. Pourtant,
L'autre, elle va te dire, mais elle était horrible, cette grand-mère. Et puis toi, mais non, j'adorais son haleine. Tu vois, un truc. Parce que, en fait, toi, ton ressenti du moment, c'est pas pareil. Et ça, vraiment, le jour où on va se reconnecter à notre corps, pour moi, le corps, c'est pas un tas d'os, un tas de chair. Non, non, c'est un livre. Bien sûr. Un livre vraiment ouvert. Il attend juste Il abrite d'être notre lu. âme, en fait, et il sait, je pense, ils ne font qu'un ensemble, en tout cas du temps où on est dans cette vie. Oui. Et je pense qu'ensemble, ils ont une mécanique synchronisée, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, le corps nous livre aussi ce que l'âme n'arrive pas à nous souffler parfois. C'est justement, c'est l'expression de l'âme. Pour moi, en fait, c'est que ton âme, à chaque fois, quand tu as t'attendis, tac, tac. Mais bien sûr. Elle te dit tac, tac, mais toi, tu l'ignores. Mais non, mais il faut que je montre un Tu prends un petit visage. Doliprane. Ouais, oui, oui. Donc, on Et t'anesthésie, il y a rien qui se passe, à part te mettre de la merde D'autres dans le choses corps, encore, voilà. ouais, complètement. Et finalement, en fait, tu vas dire, bah non, ah, mais non, mais j'ai mon rendez-vous. Donc, l'autre est plus important que toi. Ah non, mais j'ai mon travail. Bah oui, non, mais je vais avoir un salaire, oui. Mais le salaire, tu le perçois même pas parce que tu es tellement déconnecté que même tu développes une problématique avec l'argent. Il y a toujours le découvreur. Moi, je travaillais avant dans la banque, donc je voyais bien les comptes, en fait. C'est que plus tu vas gagner, tu vas dépenser plus que ce que tu gagnes déjà. Donc, c'est un mythe, tout ça. C'est complètement un mythe, en fait. Il faut Et vraiment on s'engouffre revoir. dans tous ces trucs-là, et Ouais. à la fin de notre vie, on a 1 milliard de problèmes de contractures, de nœuds Complètement. énergétiques à l'intérieur de nous. Ouais. Il y a tellement de situations qu'on pourrait aborder. Je pense qu'on pourrait faire un podcast de 4 heures, toi et moi. Oui. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, enfin, moi en tout cas, je résume ça à l'écoute. Cette intuition, tu vois, pour moi, c'est pas une troisième personne, c'est soi. Complètement. Ce cœur, bah, c'est notre cœur, c'est nous. Il y a cette vibration qui trompe pas, en fait. Combien de fois on est face à des gens, des situations, des ressentis, des trucs, en tout cas à vivre, on a la réponse tout de suite, dans les 3 secondes. Mais comme on est dans une société qui nous pousse à réfléchir, à toujours peser le pour et le contre, à prendre en compte l'autre, etc., à suivre des codes, on est tellement déconnecté de cette première écoute qu'on ne vit pas ce qu'on doit vivre, en fait. On est vraiment dans des choix qui ne nous appartiennent pas. Et il faut juste, ce qui n'est pas le cas des enfants, je pense que les enfants, ils s'écoutent davantage, ils sont beaucoup plus instinctifs, les animaux aussi. Et nous, c'est vrai qu'on est, ce qui n'était pas le cas il y a des milliards d'années, mais tu vois, moi, par exemple, je pratique la méditation, je l'enseigne. Et beaucoup de gens me disent, oui, mais tu sais, la pratique de la méditation, c'est un truc hyper égocentrique, nanana, parce qu'on travaille l'ego. À la base, alors déjà, c'est pas le cas. Justement, c'est l'éducation de l'ego pour se décentrer et ne pas être au centre, mais revenir à soi. Mais la pratique de la méditation, il faut savoir qu'à la base, déjà, c'est pas une pratique de bouddhiste. Ça existait bien avant que cette religion existe. En tout cas, que cette pratique ou religion existe. Et c'était une pratique pour justement être à l'écoute à la fois de l'autre, l'univers, Dieu, la vie, la société, mais aussi à l'écoute de soi et d'avoir ce juste milieu. Comment je prends en compte l'autre et comment je l'écoute, mais comment je me respecte aussi et comment je m'écoute moi. Et en fait, aujourd'hui, on a fait ça, on appelle ça une pratique un peu d'ego, de posture. Pour moi, c'est vraiment ce juste milieu. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on médite avec les yeux mi-clos, comme dans la prière pour les musulmans. C'est pas une pratique où on médite les yeux fermés avec les mains tournées vers le ciel. Là, on est plus dans de la relaxation. Alors que les yeux mi-clos, on se prend en compte et on prend en compte l'autre. Et pour moi, vraiment, c'est un peu mon slogan, mais tout revient à s'écouter. Complètement. On se casse la tête à trouver nanana, mais quand on écoute son corps, quand on écoute son cœur, quand on écoute son âme, quand on arrête de se disperser avec nos écrans, tous les messages qui circulent sur les réseaux, même si on est en plein dedans nous aussi, hein, on crée là du contenu et c'est important de transmettre ces messages. Mais quand on s'écoute, en fait, qu'on se fout la paix, qu'on arrête de toujours vouloir sauver le monde autour de nous, mais juste on souffle un bon coup, on se décontracte et on s'écoute, bah, on est amené à faire des meilleurs choix, on est amené à revenir à notre vérité, à notre liberté d'être. Et je pense vraiment que tu parlais de solution et j'aime bien parce qu'effectivement, c'est intéressant de revenir à la source du problème, de comprendre, de le décortiquer, mais pourquoi pas aller directement à la solution aussi pour avancer et être en mouvement. Tu vois. C'est la définition de l'émotion, être en mouvement. Et souvent, en fait, on a l'impression qu'il faut être en action à l'extérieur. Mais l'émotion, en fait, c'est être en action à l'intérieur pour venir l'être à l'extérieur. Et tu as dit, à juste titre, il faut s'écouter. Je dirais même, il faut s'entendre. Parce que souvent, on s'écoute, mais on n'entend pas ce qu'on dit. Et moi, quand je suis avec quelqu'un, avec une coachée, et que je l'écoute, et donc je vais lui dire, OK, donc je reformule ce qu'elle vient de dire. Ah non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, OK, donc je vais la filmer. Ah, moi, tu vois, je le mets à l'inverse. Pour moi, entendre, c'est que tu entends le son, mais tu n'entends pas le fond.
Alors qu'écouter, il y a vraiment le fond qui va primer, Alors, tu vois. d'accord, mais peut-être, mais pour moi, c'est écouter, tu écoutes, mais l'entendre, c'est ton subconscient qui va ouais. Bon, c'est l'entendre. inversé, mais en Tu tout vois? cas, voilà, le fond est le même. Ouais. D'ailleurs, quand tu refuses de t'entendre, des fois, tu vas faire une autre Ah ouais. Ou alors, tu complètement. vas avoir mal à l'oreille, ça fait bzzz, tu dis, ah, mais Ou qu'est-ce quand qui se tu passe? refuses d'entendre ce qu'on t'a dit, qui peut Voilà, sonner juste complètement. des fois. Et donc, du coup, en fait, les mots, moi, j'aime les mots, tout comme toi. Et quand, dans ma thérapie, justement, j'écoute, j'essaie d'écoute active, mais vraiment, en fait, je suis à l'affût des mots. C'est-à-dire que moi, les mots, pour moi, c'est tout un univers. C'est pas un mot, c'est vraiment, en fait, un univers et qui va me connecter à un organe, parce qu'en fonction de ce qu'elle vient de dire, de ce qu'elle a touché. Tu vois, souvent, moi, je regarde, je fais des suivis à distance, parce qu'on peut te dire, oui, mais à distance. Non, non, vraiment, là, je vois le corps, Bien sûr. je regarde et je vois un nœud qui tique, la narine qui fait ça. Et puis, je dis, mais t'as rien ressenti là? Non, non. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce que t'as déglutiné? J'ai dit, voilà. L'autre, il fait ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Vraiment, en fait, le corps parle, Tu mais la sens, personne, ouais, bien elle sûr. le voit pas. Elle fait ça, mais elle voit pas qu'elle a Bien fait sûr. ça. Elle va dire un mot, mais elle va pas l'entendre. Et donc, en fait, quand tu la mets face à ça, donc maintenant, je vais lui dire juste, reformule ça comme ça. Son âme va entendre, va comprendre qu'elle, ça y est, elle a entendu, en fait. Et là, les larmes descendent. Et c'est ça, en réalité. Et moi, j'aimerais revenir sur quelque chose, Céline, que tu m'as appris il y a quelque temps. Tu te rappelles, après Montpellier, tu nous avais offert un webinaire où tu avais fait de la méditation. Ouais. Et tu avais dit que méditer, ça ne veut pas dire être bien, être Pas là, du voilà, se prélasser, tout ça. Pas du tout. Parce que nous, c'est ce qu'on croit. Ouais. Puis nous, on cherche tellement le Complètement. bien. La relaxation, la Bah détente, oui, la nous, on veut paix. pas d'effort. Nous, on veut pas Ah ouais, non, d'effort. c'est méditer, c'est pas ça, en fait. Et c'est tu m'as revenir à dit, soi. prends un mur blanc, observe-le sans rien penser. Juste laisse infuser, laisse venir. Et là, j'ai reçu un message, moi, qui demandait toujours, qui disait, en fait, je voulais toujours autour de moi qu'on communique. Et là, en fait, ce jour-là, quand tu m'as fait faire cet exercice, il y a le mot silence qui est arrivé. Ouais. Parce que c'est Qui là est que pas j'ai facile à compris. accueillir des fois pour Ah des oui, femmes comme bah, nous. tu te rappelles, je t'ai appelé, je pleurais, tout ça. Je t'avais laissé un vocal, là. Parce que justement, en fait, c'était une des problématiques qui était cachée, enfouie. Donc, bien évidemment, il y en a d'autres parce que c'est comme un oignon, hein. Une fois que tu as enlevé une couche, voilà. Et donc, finalement, en fait, j'ai compris, en fait, cette problématique de communication. C'est pas les autres qui devaient communiquer. C'est que moi, comme on m'a toujours imposé le silence, que ce soit à l'école, d'ailleurs à tout le monde, tu sais, quand tu arrives à l'école, c'est chut. Chut, chut, chut. Et puis moi, je supporte pas qu'on me dise chut. Et donc, finalement, bah, je reprochais aux autres de pas communiquer, mais en fait, c'est moi qui étais censée communiquer d'une façon différente, toujours avec amour. En fait, je le fais à travers les livres, à travers les réseaux, mais je le fais pas enfin, je le fais pas. Jusqu'à aujourd'hui, et d'ailleurs, ça va changer, c'est pour ça peut-être que je suis là aussi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai décidé, oui, eh bien, de le faire, mais à visage découvert, si je puis dire. Et c'est, voilà, je voulais te remercier parce que voilà ce que ça fait la méditation. Parce qu'il y a méditation, ça veut pas dire on va faire, même quand moi j'étais formée à d'autres disciplines, je prends ce qui m'arrange. Ouais, bien sûr. Selon ma propre croyance. Jamais je ne vais me travestir ou m'adapter. C'est juste pour moi, ma verticalité, je suis croyante, donc pour moi c'est Dieu. Ça c'est innégociable. Non Ça se négocie pas. Non négociable, merci. Je suis tellement émue là d'un coup que non négociable. Et à partir, une fois que je suis dans ma verticalité, eh ben, je peux créer des branches. Et je me dis, bah voilà, si ça peut être utile, c'est que justement, ça doit être fait. Magnifique. Ben écoute, ma chère Fatia, j'aimerais tellement poursuivre cette discussion parce que ça me fait penser encore à d'autres choses et j'ai envie de parler de tout ce que tu fais, j'ai envie de parler de ton premier ouvrage, j'ai envie de parler de tes accompagnements. Mais ça fait déjà 1 heure qu'on fait ce podcast. Wow. Alors, on va laisser les auditeurs digérer, ingérer, accueillir tous ces mots. Je vous invite vraiment à vous connecter sur les différentes pages, réseaux sociaux qui seront dans le descriptif de ce podcast pour rejoindre Fatia, que ce soit à travers ses ouvrages, à travers ses messages sur les réseaux, à travers ses accompagnements qui sont riches, profonds et qui vous permettent vraiment de comprendre ce que votre corps, votre cœur et votre âme vous dictent, vous hurlent, vous soufflent, vous susurrent à l'oreille parfois. Mais en tout cas, ce que votre vérité, votre histoire vous disent. Et je suis vraiment reconnaissante de t'avoir accueilli aujourd'hui. Je te remercie infiniment. On se revoit très vite de toute façon. Oui. Merci beaucoup, Fatia. Merci à toi, Céline, vraiment. J'ai pas vu l'heure passer. C'était tellement passionnant. On voulait parler d'autre chose, mais merci pour ta qualité d'écoute, ta douceur de voix. Tu as une voix qui est tellement douce. Tu m'emportes à chaque fois.
Et du coup, je me dis, Et tu sais que je peux avoir une voix qui est beaucoup plus speed. Hein. Oui, mais je t'ai toujours dit, moi, la première rencontre que j'ai eue avec toi, je t'ai dit, mais oh mon Dieu, quelle voix. Merci de nous donner aussi ce temps de voix pour parler de ce qu'on fait. Merci Avec vraiment plaisir. pour ces questions riches. Tu m'as permis justement de dire ce que je n'ai pas encore dit sur mes propres réseaux. Je te remercie et à très vite. À très vite, Fatia. Merci beaucoup. À très vite, Fatia. Fatiha, voilà, Céline. À très vite. À très vite.